Le 10 octobre 2025, un chiffre renverse le Burkina Faso. 0 litre d'eau étrangère traverse le Sahel depuis la fermeture totale, rompant 50 ans de dépendance hydraulique. Pourquoi Ibrahim Traoré choisit-il la soif pour la liberté? En 24 heures, la décision transforme chaque goutte en symbole politique. Pénurie, sanctions, doutes, mais aussi promesse d'un contrôle local des ressources avec des stations à remettre en service et des comités capables d'apprendre vite. Le fleuve n'est plus une donnée naturelle, il devient un test de souveraineté qui oblige le pays à choisir son avenir. Ce récit promet de dépasser le choc du geste pour en mesurer les enjeux réels. En moins de 15 minutes, comprendre ce que cette décision change pour l'État, l'économie et la vie quotidienne. Au cœur de cette séquence, Ibrahim Traoré ne cherche pas seulement à rompre un contrat, mais à redéfinir ce que signifie gouverner sous contrainte, sans filet extérieur, face à des risques immédiats et visibles. Fermer le fleuve Sahel, c'est accepter une instabilité assumée. Pénurie temporaire, sanctions financières, retrait des partenaires occidentaux, pression diplomatique constante, mais c'est aussi ouvrir un champ d'apprentissage collectif où chaque erreur devient une donnée et chaque succès une preuve de capacité nationale. L'enjeu dépasse le Burkina Faso. Si cette stratégie échoue, elle confirmera les craintes d'isolement et de fragilisation économique. Si elle tient, même partiellement, elle offrira un précédent africain rare. Montrer qu'une dépendance structurelle peut être contestée sans effondrement immédiat. C'est cette ligne de crête entre dignité et coût réel que cette analyse va suivre pas à pas. 10 jours après la fermeture du fleuve Sahel, un premier chiffre tombe. 18% de production électrique nationale liée à la baisse du débit vers les barrages. Un autre indicateur suit aussitôt. Les cultures irriguées, près d'un tiers de l'activité agricole, reculent de 15 à 20% selon les provinces. Ces données, froides en apparence, révèlent l'ampleur du pari engagé par Ibrahim Traoré. Elle confirme que la décision n'était ni symbolique ni improvisée, mais immédiatement mesurable dans la vie matérielle du pays. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir en arrière. Depuis les années 1940, la gestion du fleuve Sahel reposait sur un dispositif hérité de la période coloniale. Un contrat signé en 1947 confiait pour 99 ans la supervision des barrages, des stations de pompage et même des données météorologiques à une société européenne. Ce cadre juridique liait l'eau, l'énergie et l'agriculture burkinabé à des intérêts extérieurs, jusque dans les chiffres de la pluie et les volumes d'irrigation. Lorsque les audits internes révèlent l'étendue de cette dépendance, le choc est politique autant que technique. Ce qui apparaissait comme une assistance devient un verrou. Fermer le fleuve ne signifie donc pas seulement interrompre un flux, mais rompre un code ancien, invisible et profondément structurant. La décision se forme lentement dans les salles du palais et les bureaux du ministère des Ressources. Ingénieurs, hydrologues, juristes et militaires croisant les scénarios. Les risques sont connus, pénurie, sanctions, retrait des financements internationaux. Mais une conviction s'impose. Maintenir l'ancien système, c'est accepter une souveraineté formelle sans maîtrise réelle. Le 10 octobre 2025, l'annonce officialise ce choix. Les chancelleries parlent de provocation, les marchés anticipent des pertes, tandis qu'à Ouagadougou, les foules applaudissent. Là où les experts voient une crise, une partie de la population perçoit une renaissance. À partir de ce moment, l'eau cesse d'être un simple bien naturel. Elle devient un enjeu politique total et le pays entre dans une phase d'adaptation accélérée. Autour d'Ibrahim Traoré, la transition ne repose pas sur des slogans, mais sur des visages précis. Au ministère des Ressources, une cellule technique se réunit jour et nuit. Elle rassemble des ingénieurs, des hydrologues et des officiers chargés de transformer une rupture politique en fonctionnement quotidien.
Parmi eux, le capitaine Caboret, jeune ingénieur originaire de Bobo-Dioulasso, devient l'un des acteurs silencieux de cette phase critique. En moins de 2 semaines, son équipe remet en service une dizaine de stations locales de pompage abandonnées depuis plus de 10 ans. Dans plusieurs villages riverains, les habitants découvrent qu'ils peuvent faire fonctionner ces systèmes sans supervision étrangère. Cette réappropriation technique produit un effet immédiat. Le sentiment d'autonomie se diffuse plus vite que l'eau elle-même. Mais les premiers impacts restent contrastés. Les coupures d'électricité se multiplient, la pression chute dans les canalisations et les files d'attente apparaissent devant les points de distribution. Les institutions financières suspendent leurs crédits tandis que les partenaires occidentaux retirent leurs consultants. Dans les rues d'Ouagadougou, des affiches à l'effigie d'Ibrahim Traoré fleurissent, parfois accompagnées d'un mot unique, dignité. Ces signes précoces dessinent une réalité ambivalente. D'un côté, la fragilité logistique rappelle la gravité du pari. De l'autre, l'apprentissage collectif s'amorce. Des comités locaux improvisent la gestion de l'eau. Des équipes mixtes réparent des installations anciennes et l'État commence à coordonner sans intermédiaire. Ce moment charnière montre que la décision ne produit pas seulement des pertes ou des gains, mais une recomposition des rôles. L'eau devient un terrain d'expérimentation sociale et chaque ajustement quotidien prépare la suite du récit. Le choix initial pose alors une question simple et décisive. Jusqu'où ce nouvel équilibre peut-il tenir? Tout commence à l'aube. Le décret est publié, les vannes du fleuve Sahel sont fermées et les alarmes des stations automatiques s'allument presque simultanément. Les ingénieurs exécutent l'ordre sans délai. L'eau cesse de s'écouler vers les conduites contrôlées depuis l'extérieur. En quelques heures, l'information se propage dans tout le pays comme une onde de choc. Très vite, les réactions s'enchaînent. Les réseaux diplomatiques s'agitent, les ambassades sollicitent des explications, les chaînes internationales évoquent un acte de sabotage. Les marchés financiers anticipent une instabilité prolongée. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré reste silencieux. Il lit les rapports techniques, observe les premières courbes, mesure les effets avant de prendre la parole. Le deuxième jour marque le début du basculement concret. À Bobo Dioulasso, la pression baisse dans les canalisations. Les agriculteurs ferment certaines vannes d'irrigation pour préserver les cultures prioritaires. Les transporteurs réduisent leurs trajets faute de carburant disponible en quantité normale. Les files s'allongent devant les stations-service et les points d'eau. Au troisième jour, les indicateurs économiques confirment la gravité de la situation. Le Fonds monétaire international gèle un prêt de 400 millions de dollars. L'Union européenne suspend plusieurs programmes de coopération et les États-Unis publient un communiqué sévère. Le prix du carburant grimpe de 15% en 48 heures. Les hôpitaux rationnent l'eau, les écoles ferment plus tôt pour économiser l'électricité et certaines usines tournent au ralenti. C'est le moment du paroxysme. Le soir même, Ibrahim Traoré réunit son cabinet. Chaque ministre présente ses pertes, ses besoins, ses marges de manœuvre. Les chiffres sont durs mais lisibles. Un plan d'urgence est voté. Prioriser les zones rurales, restaurer les pompes locales, déployer des équipes mixtes civiles et militaires, sécuriser les barrages et les bassins stratégiques. Les jours suivants, la phase de résilience commence. Le rationnement devient une routine plutôt qu'un chaos. Des comités villageois organisent la distribution, fixent des quotas équitables et règlent les conflits locaux. Des ingénieurs burkinabés réparent d'anciennes installations laissées à l'abandon depuis des années. L'absence de tutelle extérieure oblige à improviser, mais aussi à décider plus vite.
Dans les rues d'Ouagadougou, la tension ne disparaît pas, elle se transforme. La peur du désordre recule lentement, remplacée par une discipline collective. Les radios locales diffusent des témoignages mêlant inquiétude et fierté. Là où les observateurs étrangers annonçaient un effondrement immédiat, le pays entre dans une phase d'apprentissage accélérée. À ce stade, la fermeture du fleuve n'est plus un événement ponctuel. Elle devient une séquence. Chaque jour ajoute une couche de conséquences, positives ou négatives, qui redessine le rapport entre l'État et la population. Le geste initial cesse d'être seulement un symbole. Il s'inscrit dans une temporalité longue où la souveraineté se paie, s'organise et se teste. La question n'est alors plus de savoir si le choc était réel. Elle devient plus exigeante, ce rythme de contrainte et d'adaptation peut-il se maintenir sans briser l'équilibre social du pays? Les premières, se- Mes premières semaines après la fermeture du fleuve Sahel livrent une série de données qui structurent le débat. Le point de départ est clair. La production nationale d'électricité recule de 18%, conséquence directe de la réduction du débit vers les barrages hydroélectriques. Ce chiffre signifie moins d'énergie disponible, des coupures plus fréquentes et une pression accrue sur les infrastructures existantes, déjà fragiles. Deuxième indicateur, plus diffus, mais tout aussi déterminant. L'agriculture irriguée, qui représente environ 30% de l'activité économique, subit un recul estimé entre 15 et 20% selon les provinces. Derrière cette fourchette se cachent des réalités concrètes. Des récoltes sont reportées, des surfaces restent en jachère forcée et les marchés locaux voient leur offre se contracter. Ces pertes ne sont pas abstraites, elles se traduisent immédiatement par une tension sur les prix alimentaires et les revenus des ménages ruraux. Troisième donnée structurante, le gel du prêt de 400 millions de dollars par le Fonds monétaire international. Ce manque de liquidité prive l'État de marge budgétaire à court terme, mais il provoque aussi un déplacement stratégique. Faute d'accès au financement traditionnel, le gouvernement mobilise des fonds régionaux, renforce la coopération avec le Mali et le Niger et mutualise certains équipements hydrauliques. La contrainte financière devient ainsi un levier de réorientation plutôt qu'un simple blocage. À côté de ces pertes mesurables, un autre ensemble de chiffres apparaît, moins attendu. L'État crée 2000 emplois dans la gestion locale de l'eau afin de remplacer les experts étrangers partis. Chaque poste correspond à une fonction précise: maintenance, contrôle des flux, collecte de données, coordination communautaire. En quelques mois, la capacité nationale de gestion hydraulique double. Cette progression n'efface pas les déficits initiaux, mais elle stabilise la situation avant l'effondrement redouté par de nombreux observateurs. Les économistes nationaux parlent alors d'un effet miroir. Ce que le Burkina Faso perd en flux financiers et en confort immédiat, il le gagne en cohésion interne et en compétences locales. Les universités enregistrent une hausse des inscriptions dans les filières de génie hydraulique et de géographie. L'eau n'est plus perçue comme un service fourni, mais comme un pouvoir collectif à organiser. Lors d'une allocution radiodiffusée, Ibrahim Traoré présente ces chiffres sans triomphalisme. Il les décrit comme des marqueurs d'apprentissage, non comme des trophées. Chaque baisse devient un signal d'ajustement, chaque création de poste une étape vers l'autonomie. Un an plus tôt, ces courbes auraient été lues comme une crise pure. Désormais, elles racontent une mutation en cours. À ce stade, les données ne tranchent pas le débat, elles déplacent la question. La décision se juge moins à l'ampleur des pertes qu'à la capacité du pays à transformer ces pertes en trajectoire durable. Deux lectures s'affrontent depuis la fermeture du fleuve Sahel et aucune ne peut être écartée d'un revers de main. La première, portée par des économistes africains et des soutiens du gouvernement,
défend l'idée que la décision d'Ibrahim Traoré inaugure une rupture nécessaire. Selon eux, la dépendance, même coopérative, reste une forme de vulnérabilité prolongée. Tant que l'eau, l'énergie et les données restent contrôlées de l'extérieur, la souveraineté demeure partielle. Dans cette perspective, chaque sanction internationale confirme la validité du choix. La contrainte actuelle serait le prix d'une liberté structurelle future, plus coûteuse à court terme, mais plus stable à long terme. La seconde lecture, plus critique, émane de diplomates et d'experts régionaux. Elle reconnaît la force symbolique du geste, mais alerte sur son coût économique. Fermer le fleuve, disent-ils, revient à rompre brutalement des chaînes d'approvisionnement dans un pays enclavé, déjà fragile. Les chiffres de production, les pénuries et la fuite des capitaux constituent, selon eux, des signaux précoces de déséquilibre. Sans infrastructures robustes ni réserves financières suffisantes, l'autonomie risque de se transformer en autarcie et l'indépendance en isolement prolongé. Ces arguments reposent sur des données réelles. La baisse de l'électricité, le recul agricole et le gel des financements internationaux ne sont pas contestés. Mais la réponse du pouvoir burkinabé ne consiste pas à nier ces coûts. Elle les intègre dans une logique d'apprentissage. Les indicateurs sont suivis quotidiennement, les ajustements sont progressifs et la stratégie repose sur une stabilisation lente plutôt que sur un retour immédiat à la normalité passée. Dans les réunions internes, les conseillers financiers évoquent un coût d'entrée comparable à celui d'une réforme structurelle profonde. Le FMI lui-même estime que la contraction du PIB pourrait être compensée sur 2 ans par la montée en valeur des secteurs locaux, si la coordination régionale se maintient. Entre le récit héroïque et l'analyse prudente, une zone intermédiaire se dessine. La décision n'apparaît ni comme un triomphe assuré, ni comme une erreur manifeste. Elle ressemble davantage à un pari à long terme où la souveraineté s'éprouve dans la contrainte et se juge dans la durée. Reste alors une interrogation centrale. À quel moment le coût d'apprentissage devient-il un investissement collectif acceptable? Au milieu des pénuries et des sanctions, une phrase prononcée par Ibrahim Traoré change la lecture des événements. Jusqu'alors perçue comme un geste isolé, la fermeture du fleuve apparaît comme la première étape d'un plan plus large. Lors d'une réunion filmée à Ouagadougou, le président annonce une réforme totale de la gestion de l'eau et de l'eau. Plus qu'un fleuve, c'est un modèle qui est visé. Ce dévoilement déplace l'axe du débat. Les cartes hydrologiques étalées sur les tables, les réunions nocturnes entre officiers et ingénieurs, les audits juridiques en cours indiquent une stratégie structurée. L'objectif n'est pas seulement de survivre à la rupture, mais de refonder l'organisation hydraulique du pays. Les voisins observent attentivement. Au Mali et au Niger, l'écho est immédiat. Des discussions discrètes s'ouvrent sur une coordination régionale des ressources. Ce moment marque un basculement, ce que les chancelleries qualifient de crise hydraulique. Le pouvoir burkinabé le présente comme un réveil de souveraineté. Des affiches apparaissent dans les rues rappelant que le fleuve n'est plus un héritage subi, mais un choix politique assumé. Pour autant, la peur ne disparaît pas. Les sanctions persistent, les devises se raréfient et les récoltes restent fragiles. Mais une certitude s'impose progressivement. La décision ne vise pas un retour en arrière. Elle engage le pays dans une trajectoire nouvelle, plus exigeante, où chaque contrainte devient un test de cohérence. À partir de ce point médian, la question change de nature. Il ne s'agit plus de savoir pourquoi le fleuve a été fermé, mais jusqu'où cette stratégie peut transformer durablement l'équilibre du pays. Les effets de la fermeture du fleuve Sahel se mesurent désormais sur plusieurs plans distincts, chacun révélant une facette différente de la transformation en cours.
Pour l'État, la rupture impose une réorganisation rapide. Privée de l'appui technique étranger, l'administration burkinabé recentralise les compétences locales. Des cellules provinciales sont créées pour surveiller les barrages, contrôler les flux et établir un cadastre hydrique national. Les rapports internes signalent une hausse d'environ 40% de la réactivité administrative, fruit d'une chaîne décisionnelle raccourcie et d'une responsabilité clairement assumée. Du côté de l'économie privée, le choc est brutal mais contrasté. Les entreprises étrangères se retirent ou suspendent leurs activités, laissant des vides immédiats. Pourtant, ce retrait ouvre aussi des espaces. Une dizaine de coopératives agricoles locales réinvestissent les zones riveraines financées par des capitaux burkinabés. Elles adoptent des pompes solaires et des systèmes d'irrigation simplifiés. Après 6 mois, la production agricole atteint environ 80% du niveau d'avant-crise, sans retrouver encore sa pleine capacité, mais en démontrant une résilience inattendue. Pour la population, la vie quotidienne reste exigeante. Les coupures d'eau et d'électricité rythment les journées et l'accès aux ressources demeure inégal selon les régions. Cependant, la perception change. Dans plusieurs villages, des comités de gestion distribuent l'eau selon des quotas définis collectivement. Les femmes, principales responsables de l'approvisionnement domestique, gagnent un rôle politique nouveau. Des enquêtes internes évoquent une hausse de 22% du sentiment de fierté nationale, malgré les difficultés persistantes. À l'échelle régionale, les répercussions dépassent les frontières. Au Mali et au Niger, des discussions émergent autour d'une alliance hydraulique du Sahel. Les chancelleries occidentales s'inquiètent d'un effet domino politique, tandis que les analystes régionaux observent un rééquilibrage progressif des influences. Ce qui semblait un acte isolé devient une stratégie de réappropriation graduelle des ressources. Au croisement de ces quatre sphères, une certitude se dessine. Ibrahim Traoré n'a pas seulement déclenché une crise, il a initié une recomposition lente. Les pertes économiques sont réelles, mais les gains symboliques et institutionnels le sont tout autant. La question qui s'impose désormais est plus concrète que jamais. Comment transformer ces effets partiels en un équilibre durable, sans épuiser la cohésion sociale qui les rend possibles? À partir de ce point, l'avenir du Burkina Faso après la fermeture du fleuve Sahel peut se décliner en trois trajectoires plausibles, chacune reposant sur des dynamiques déjà visibles. Le premier scénario, dit de base, prolonge la tendance actuelle. Dans les 6 à 12 prochains mois, le pays s'installe dans une stabilisation prudente. Les coopératives agricoles renforcent la gestion locale, les infrastructures hydrauliques sont réparées progressivement et les partenariats régionaux avec le Mali et le Niger assurent un minimum de flux partagés. Les sanctions occidentales persistent, mais leur impact s'atténue grâce à la solidarité régionale. La croissance reste faible, autour de 1 à 5%, mais la confiance institutionnelle s'améliore lentement. Ibrahim Traoré consolide alors un modèle de souveraineté austère, imparfait, mais fonctionnel. Le second scénario, plus optimiste, suppose une accélération des réformes. Les efforts de réorganisation portent leurs fruits plus vite que prévu. De nouveaux barrages solaires entrent en service permettant une indépendance énergétique partielle dès le neuvième mois. Les échanges régionaux augmentent, soutenus par un accord trilatéral de coopération hydraulique. Des investisseurs africains, sensibles à la résilience burkinabé, financent donc des projets locaux. Le produit intérieur brut rebondit de 3 à 4%, signalant que la rupture initiale a créé une base pour une croissance endogène. Dans cette configuration, le Burkina Faso devient un exemple continental, montrant qu'une autonomie hydrique peut se transformer en levier économique.
Le troisième scénario est plus sombre. Les pressions extérieures s'intensifient, les sanctions se durcissent et les récoltes échouent à se redresser. L'inflation s'accélère, le pouvoir d'achat recule et des tensions sociales apparaissent. Les réserves monétaires s'érodent, tandis que la dépendance régionale remplace la dépendance occidentale. La fermeture du fleuve est alors perçue non comme un acte fondateur, mais comme une rupture prématurée, mal soutenue par les capacités internes. Entre ces trois horizons, la réalité pourrait osciller. Le facteur décisif ne réside pas uniquement dans les ressources disponibles, mais dans la cohérence de l'exécution. Si les réformes sont menées avec discipline, alors la contrainte peut devenir un socle. Sinon, elle risque de se transformer en fatigue collective. La question centrale demeure ouverte. Comment convertir une décision politique audacieuse en trajectoire économique viable sans perdre l'adhésion qui l'a rendue possible? À ce stade, les conséquences ne se lisent plus seulement dans les rapports ou les graphiques, mais dans les trajectoires humaines. Pour les cultivateurs des plaines du Nord, la fermeture du fleuve a d'abord signifié une exposition directe. Les premiers jours ont été marqués par l'incertitude, puis par l'adaptation. Ils apprennent à stocker chaque goutte, à prioriser les parcelles, à ajuster les cycles. Beaucoup reconnaissent que la contrainte a accéléré des pratiques longtemps repoussées, transformant la pénurie en discipline quotidienne. Dans les villes, la jeunesse joue un rôle différent. À Ouagadougou, des collectifs d'étudiants et de jeunes ingénieurs transforment la crise en défi intellectuel. Des groupes d'innovation se forment autour de solutions de filtration, de récupération des eaux et d'optimisation énergétique. Pour eux, la rupture n'est pas seulement une difficulté matérielle, mais un laboratoire d'idées. Ils voient en Ibrahim Traoré moins un gestionnaire de crise qu'un symbole de rupture créative, capable de forcer une génération à penser autrement. La diaspora observe à distance. Depuis Dakar, Bamako ou Paris, les réactions oscillent entre inquiétude et admiration. Certains envoient jouer des fonds, d'autres organisent des campagnes d'information ou de soutien technique. Le débat traverse les frontières et pose une question plus large. Comment transformer la peur du manque en énergie constructive sans idéaliser la contrainte? Ces regards croisés montrent que la décision dépasse le cadre national. Elle agit comme un miroir. Chacun y projette ses attentes, ses craintes et sa propre relation à la dépendance. Pour le spectateur, l'enjeu devient personnel. Face à ce choix radical, une interrogation s'impose. Si la souveraineté exige des sacrifices visibles, jusqu'où serions-nous prêts à les assumer collectivement et pour combien de temps? À partir du choc initial, le pouvoir burkinabé structure une feuille de route en plusieurs étapes conçue pour transformer un symbole politique en capacité opérationnelle. La première priorité consiste à reconstruire la compétence locale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une Académie nationale de l'eau est créée. En 6 mois, elle forme des ingénieurs, techniciens et gestionnaires destinés à remplacer les experts étrangers. Chaque diplômé est affecté à un bassin précis avec un objectif clair, atteindre une autonomie de gestion mesurable d'ici 2026. La deuxième étape porte sur les infrastructures vitales. Les TAFR, les stations de pompage, les barrages secondaires et les canaux d'irrigation sont classés par urgence. Les travaux s'organisent en cycles courts de 4 jours, financés par un fonds interne alimenté par la taxation minière. Pour éviter les dérives, des comités citoyens contrôlent l'avancement et la qualité des réparations, introduisant une logique de transparence inédite dans le secteur. Troisième axe, diversifier les sources d'énergie et d'eau. Le plan gouvernemental prévoit 40% d'alimentation solaire dans le mix énergétique sous un an. Des stations de désalinisation expérimentale sont testées dans le nord du pays avec un objectif explicite,
Réduire de moitié la dépendance au fleuve Sahel avant 2027. Quatrième levier, la coopération régionale. Le Burkina Faso signe un pacte de gestion conjointe avec le Mali et le Niger. Un observatoire commun surveille les flux et partage les données en temps réel. La souveraineté cesse alors d'être une forteresse isolée pour devenir un projet coordonné. Enfin, la dernière étape repose sur l'évaluation continue. Tous les 3 mois, un rapport public mesure les progrès, identifie les retards et ajuste les priorités. Comme le répète Ibrahim Traoré, l'indépendance ne se proclame pas, elle se prouve par la méthode. Reste une interrogation décisive. Cette discipline pourra-t-elle être maintenue dans le temps une fois l'urgence passée et la tension retombée? Au bord du fleuve Sahel, le paysage a changé, mais le silence du matin reste le même. Les ingénieurs qui avaient refermé les vannes se tiennent désormais face aux installations restaurées. Ils n'observent pas une victoire éclatante, seulement un recommencement. Les turbines reprennent lentement leur rythme, les canalisations neuves serpentent vers des villages qui réapprennent à compter sur leurs propres gestes. Lorsqu'Ibrahim Traoré vient inspecter les sites, il s'arrête longuement, sans discours. Autour de lui, des enfants jouent près de l'eau, des femmes remplissent leurs seaux, des ouvriers réparent encore. La crise a laissé des traces visibles, mais aussi une fierté plus discrète, plus stable. Le fleuve n'est plus un ruban sous tutelle étrangère. Il devient un miroir dans lequel le pays se reconnaît, imparfait, mais maître de ses choix. Le motif initial revient alors avec une autre tonalité. Fermer l'eau n'était pas un acte de rupture pure, mais une manière de forcer l'apprentissage. La pénurie n'a pas effacé les difficultés, elle les a rendues partageables. Ce qui semblait une contrainte insupportable devient un langage commun, une expérience collective qui lie l'État, les techniciens et la population. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré cesse d'être jugée uniquement sur sa radicalité. Elle se mesure à sa capacité à transformer la fragilité en responsabilité. Et dans ce mouvement lent, presque silencieux, le Burkina Faso esquisse une autre manière de se tenir debout. Une phrase s'impose alors, simple et durable. La souveraineté ne s'hérite pas, elle se pratique. L'histoire du fleuve Sahel ne s'arrête pas à ses rives. Elle agit comme une métaphore plus large, celle d'un continent confronté à ses propres dépendances, visibles ou invisibles. Ce que le Burkina Faso a entrepris sous la direction d'Ibrahim Traoré dépasse une décision hydraulique. C'est une déclaration silencieuse de confiance dans la capacité d'un pays à apprendre, corriger et persévérer sans tuteur permanent. Le geste de fermer l'eau a réveillé bien plus qu'un débat économique. Il a rouvert une question collective. Comment décider sans dépendre, coopérer sans se soumettre et assumer le coût du présent sans hypothéquer l'avenir? Chaque société porte en elle un fleuve comparable, une ressource, un héritage, un choix à reprendre en main. Ici, la souveraineté n'est pas présentée comme un isolement héroïque, mais comme une responsabilité partagée, exigeante et mesurable. Elle oblige à regarder les chiffres, les visages et les conséquences en même temps. La réflexion reste ouverte et elle vous concerne directement. Face à une dépendance ancienne, vaut-il mieux préserver le confort immédiat ou accepter une transition difficile pour reconstruire la maîtrise collective? Et surtout, où placeriez-vous la limite entre courage politique et risque assumé?